Merci beaucoup. Merci Catherine pour l'invitation qui a été faite. Pour cette présentation, je vais revenir sur deux points. Un premier point qui a commencé à être abordé par Madame Janel sur la question de l'efficacité du développement des CPS, en particulier chez les jeunes et en particulier dans le milieu scolaire. Donc j'apporterai quelques éléments complémentaires et je reviendrai effectivement, comme annoncé, sur ce qui fonde des pratiques professionnelles de qualité en matière de CPS, puisqu'on a avancé sur cette question-là. Donc pour ce faire, pour la présentation, j'ai choisi du coup de partager avec vous un certain nombre d'expériences tirées de mon quotidien, donc aussi bien en tant que membre du comité d'appui technique à Santé publique France, de mettre également à disposition un certain nombre de résultats scientifiques à travers les programmes scientifiques que je peux coordonner, alors des programmes essentiellement en milieu scolaire, et puis de mettre également à disposition l'activité également que j'ai du côté de la formation, puisque je suis en INSPE, dans l'Institut national supérieur de professorat et de l'éducation, et donc mettant en œuvre également des formations au quotidien sur les questions d'éducation et de santé publique, et particulièrement sur les questions de compétences psychosociales. Donc l'objectif de cette présentation, revenir sur ces deux points au prisme d'expériences diverses et multiples que j'ai souhaité partager avec vous pour cet après-midi. Le premier point, je vais revenir effectivement sur quelque chose qui a été abordé déjà par Madame Janel sur la question de l'efficacité. Alors il est vrai que dans le milieu scolaire en particulier, quand on évoque le développement des compétences psychosociales, donc on trouve effectivement un ancrage assez ancien autour du terme de Socio-emotional learning, avec des travaux effectivement qui datent de plus de 50 ans. Donc on a un recul avéré sur l'efficacité scientifique du développement des compétences psychosociales en milieu scolaire, avec effectivement des productions qui sont multiples. Et plus récemment, si on se fie à la méta-analyse de Hattie qui a été conduite en 2023, le travail de John Hattie consiste effectivement à produire des méta-analyses qui synthétisent quels sont les facteurs et les déterminants qui sont liés à la réussite et à la réussite éducative des élèves. Et vous verrez effectivement, si vous vous plongez dans cette méta-analyse, donc c'est à peu près 2150 méta-analyses, vous verrez effectivement que parmi les facteurs qui sont liés, qui sont corrélés à la réussite éducative des jeunes, à la réussite scolaire, vous verrez que parmi ceux-ci figurent effectivement les compétences psychosociales. Donc on a effectivement un effet du développement des compétences psychosociales des jeunes qui est en lien avec la réussite, et vous savez, tout comme moi, que la réussite, bien évidemment, est également en lien avec la santé actuelle, mais aussi la santé future. Un autre point également qui me paraît important également dans ce contexte d'évoquer avec vous, c'est le rôle également des compétences psychosociales en lien avec la santé des jeunes, bien évidemment, mais en lien également avec la santé des professionnels, ici en l'occurrence la santé des enseignants, avec là aussi des travaux scientifiques qui se multiplient autour de l'intérêt et de l'enjeu de développer les CPS. Alors, dans ce qui est pour l'instant identifié dans la littérature scientifique, c'est des jeunes qui sont plus en capacité de développer leur CPS également conduit à un meilleur climat scolaire. Dès lors qu'il y a un meilleur climat scolaire à l'école, bien évidemment, ça affecte positivement la santé des enseignants. Dès lors que les enseignants ont eux-mêmes développé suffisamment et renforcé leurs compétences psychosociales, ça leur permet également d'améliorer la qualité des relations entre adultes, mais également d'améliorer la qualité des relations entre élèves, ce qui également, vous l'avez compris, conduit également à ce cercle vertueux d'un meilleur climat scolaire et donc bien évidemment une amélioration de la santé et notamment de la santé mentale. Donc des effets également du développement des CPS chez les adultes, chez les enfants, tournés vers effectivement comme facteur de protection de santé. Parmi les éléments également que je voulais partager avec vous aujourd'hui sont des résultats d'une recherche qui est en cours, qui s'appelle Alliance, que l'on a développée effectivement à l'échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, qui concerne 101 écoles et environ 10 000 élèves. Et donc, dans cette recherche, nous avons, tout au long du temps, mesuré à la fois le développement des pratiques des professionnels en matière d'éducation à la santé de CPS, mais nous avons également suivi parallèlement les comportements de santé des élèves qui étaient dans ces écoles. Alors des comportements de santé déclarés, bien évidemment. Alors parmi les résultats de ce dispositif de recherche Alliance, on a montré, en réalisant une ACP, une analyse en composantes principales, d'ores et déjà que les comportements de santé des élèves, on pouvait les regrouper autour de 6 grandes familles de comportements de santé. Des comportements en lien, bien évidemment, avec la relation avec les adultes de l'école, qualité des relations élèves-adultes,
Deuxième comportement de santé également, la qualité des relations entre pairs. Troisième comportement de santé, le niveau de violence perçu et subi. Quatrième comportement de santé, donc là on a un regroupement entre la consommation d'écran, la consommation de produits sucrés et le sommeil des élèves. Donc on a 3 comportements qui interagissent ensemble dans la CP. Ensuite, on a un autre groupe de comportements qui est en lien avec la consommation de fruits et de légumes, qui est également lié au niveau d'activité physique des élèves. Donc 5e famille de comportements de santé. Et enfin, une dernière famille de comportements de santé qui est en lien avec la santé bucco-dentaire. Une fois qu'on a mieux compris comment les comportements de santé en fait, étaient regroupés, on a cherché à savoir effectivement si les CPS apparaissaient ou non comme un facteur corrélé à ces comportements de santé. Et donc, dans les analyses de médiation modérée que nous avons conduites, on démontre notamment que le niveau de CPS des élèves, puisqu'on s'est doté d'échelles de mesure pour mesurer le niveau de développement des CPS des élèves en milieu scolaire, que le niveau de CPS des élèves influence directement et positivement les 6 groupes de comportements de santé déclarés. Ça veut donc dire que plus on réussira ensemble à renforcer les CPS des jeunes, plus bien évidemment, on réussira à améliorer leur comportement de santé, notamment ici les comportements de santé déclarés en milieu scolaire. Le deuxième résultat, avec ces analyses de médiation, on démontre notamment que le niveau socio-économique des familles a un lien direct avec 2 comportements de santé. En fonction du niveau de socio-économique des familles, est corrélée la qualité des relations que les élèves ont entre eux, les relations avec les pairs, et il y a un lien direct également entre niveau socio-économique et consommation de fruits et de légumes, activité physique et hygiène orale. Par ailleurs, ces analyses de médiation démontrent également que le niveau socio-économique des familles influence directement tous les comportements de santé par l'intermédiaire des CPS. Ça veut donc dire effectivement que les CPS ont un effet médiateur significatif sur tous les comportements de santé. Et ça, effectivement, dans l'optique qui est la nôtre et que l'on partage également de lutte contre les inégalités, qu'elles soient sociales et de santé ou qu'elles soient en lien avec les inégalités éducatives, le fait de renforcer les CPS va donc participer de cette lutte contre les inégalités en médiant l'effet du niveau socio-économique des familles. Par contre, effectivement, ce qu'on démontre également dans nos travaux, c'est qu'on fait le constat effectivement d'une efficacité, mais quand on regarde de près effectivement ces travaux, on voit effectivement que c'est une efficacité sous condition. Donc tout à l'heure, Madame Janel a parlé effectivement des programmes probants et de l'efficacité. Et donc, vous le savez, en santé publique, on a l'habitude également de faire des démarches de capitalisation pour savoir finalement, quand l'expérience se passe, qu'est-ce qu'on peut en retenir si on souhaite la transposer. Et vous voyez effectivement que quels que soient les programmes aussi probants qu'ils soient, il y a un enjeu à maintenir dans la durée des pratiques professionnelles de qualité. Je vous ai mis ici l'exemple d'Unplug qui a été cité tout à l'heure, où effectivement, parmi les difficultés rencontrées, qui sont évoquées dans cette capitalisation, le maintien de pratiques des professionnels de qualité sur le long terme reste un enjeu. Donc, face à cet enjeu, on a décidé, dans le cadre du comité d'appui technique de Santé publique France, de constituer un groupe de chercheurs, de professionnels, où finalement on a fait exactement le même constat, des difficultés à maintenir, développer et pérenniser des pratiques professionnelles de qualité en matière de CPS. Et donc on s'est associé effectivement pour mettre en commun nos expériences et nos expertises, de manière à pouvoir lister, faire un point en tout cas sur les critères qui sous-tendent une intervention de qualité en matière de CPS. Ce qui va permettre effectivement d'avoir 2 stratégies qui s'offrent à nous pour renforcer les CPS des jeunes. Soit effectivement on ira vers un programme probant, il y en a en milieu scolaire, il y en a également dans le milieu du soin, il y en a dans d'autres milieux, donc il y a effectivement une option possible. Et il y en a une deuxième qui s'offre à nous, qui est effectivement de soutenir, d'accompagner et de former au développement de pratiques de professionnels de qualité à l'aide de cette grille. Alors cette grille, vous la retrouverez du coup dans le référentiel opérationnel dont a parlé tout à l'heure Madame Janel, qui est sorti au premier semestre. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous la lire en détail, ça vous aurez toute l'attitude de pouvoir le faire si vous le souhaitez. Par contre, pour la suite de cette présentation, j'ai souhaité revenir avec vous sur un certain nombre de critères. Et j'ai souhaité surtout les illustrer et vous montrer, partager encore une fois avec vous sur la façon, dans un milieu en particulier, celui du milieu scolaire, à travers des expériences de formation, on essaye de mettre en musique ces critères de qualité au quotidien.
Donc, je vous propose de revenir sur un premier critère de qualité. Ce qui fait la qualité d'une intervention en matière de CPS, c'est avant tout également la formation, bien évidemment, dont aura bénéficié les professionnels. Une formation, bien évidemment, qu'on appelle de nos voeux de qualité, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que de proposer une formation de qualité en matière CPS? Donc, pour ce faire, je vous partage ici, du coup, l'expérience qui est la nôtre autour de ça. Donc, on a publié un certain nombre de travaux sur ce qui permet de mettre en œuvre une formation de qualité en milieu scolaire adressée à de multiples professionnels. On a dressé un certain nombre de constats dans la publication que vous voyez ici. Et on a souhaité, du coup, élargir nos publications en faisant une recension des données probantes, alors en allant à la fois bien évidemment chercher dans les données scientifiques, mais également dans les données professionnelles et expérientielles. Et donc on a capitalisé 31 ressources scientifiques sur ce que serait une formation CPS de qualité. On a fait 9 entretiens avec des professionnels qui, au quotidien, mettent en œuvre des formations en matière de CPS. Et on a également travaillé autour de 15 guides professionnels qui s'efforcent d'accompagner et de former les professionnels en matière de CPS. On a fait une analyse de l'ensemble de ces ressources et on a mis en évidence un certain nombre d'éléments qui, selon nous, sous-tendent une formation de qualité en milieu scolaire pour accompagner le développement de pratiques enseignantes de qualité. Les premiers éléments sont en lien avec des partis pris en matière de formation. Bien évidemment, elles doivent suivre les critères andragogiques, c'est-à-dire bien évidemment appliquer les concepts en lien avec l'adulte apprenant, puisque chaque adulte, bien évidemment, dispose d'un savoir-faire. Cette formation de qualité en matière de CPS, elle doit également assurer un développement professionnel, alors au sens de FULAN, c'est-à-dire qu'elle doit permettre à la fois de renforcer le capital humain des professionnels que l'on a en face de nous, bien évidemment, renforcer notamment leur CPS, mais elle doit également permettre de renforcer leur capital social, c'est-à-dire leur capacité à interagir avec les autres, adultes, élèves, etc. Mais elle doit également permettre effectivement de développer ce qu'on appelle leur capital décisionnaire, c'est-à-dire une formation qui doit leur permettre de faire face aux situations complexes qu'ils rencontrent au quotidien, c'est-à-dire d'être en capacité d'innover et de créer pour faire face à leur situation. Elle doit bien évidemment être professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle doit s'inscrire dans l'identité et dans la professionnalité et permettre surtout à chaque professionnel de se saisir des CPS comme étant constitutifs de leur professionnalité et de leur identité. Enfin, dans ce qu'on a mis en évidence également en lien avec les modalités de formation, ce qui apparaît comme étant le plus probant de notre point de vue appliqué dans notre milieu, c'est une approche par compétences, de manière bien évidemment à pouvoir activer des méthodes qui soient actives, expérientielles et positives, et c'est d'arriver à formaliser ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation, de manière à faciliter la transposition dans l'activité professionnelle. Enfin, en lien avec l'objet CPS, cette formation, elle doit également permettre d'éprouver l'ensemble des familles de situations qu'un enseignant va pouvoir rencontrer dans sa pratique. Vous voyez donc juste à droite ce à quoi ressemble du coup, on a compilé l'ensemble de ces éléments dans un référentiel de formation. Ce référentiel, il est actuellement en cours d'expérimentation. Il fait l'objet d'une thèse de doctorat en la personne de Chloé Prigent. Je vous mets ici ses coordonnées, si vous souhaitez que on poursuive les discussions éventuellement autour de ça. Et vous voyez comment le référentiel, du coup, s'organise, avec un extrait qui est sur votre droite. Donc on a identifié les compétences qui étaient nécessaires à développer en formation chez les enseignants. Chaque compétence est étayée d'un point de vue scientifique, mais également professionnel et expérientiel. Chaque compétence a fait l'objet d'une déclinaison en niveau de développement de compétences. Et puis, pour chaque compétence à développer, on propose des situations d'apprentissage et d'évaluation qui mettent en œuvre des méthodes andragogiques et pour lesquelles on a proposé diverses situations possibles à réinvestir. On fait également un point sur les apports du coup, à effectuer dans le cadre de cette compétence, étayés avec un certain nombre de ressources. Et puis, on a aussi clarifié les critères de réussite de manière à permettre également aux professionnels apprenants de faire le point sur là où il en est par rapport au développement de cette compétence pour être dans une logique de réflexivité. Donc voilà comment nous, à notre échelle, à travers une expérience, on a essayé de traduire un des critères d'efficacité, à savoir une formation de qualité CPS. Je voulais également partager avec vous un autre critère de qualité qui est effectivement la nécessité en tant que professionnel de développer des activités qui soient structurées, qui renvoient à la fois à des pratiques dédiées mais également à des pratiques informelles. Alors je vous partage ici des exemples, encore une fois, de pratiques.
on voit effectivement que développer une pratique en matière de CPS, ça ne renvoie pas à une action, à une activité à proprement parler, mais ça renvoie à une famille de situations que l'on va pouvoir activer dans sa situation professionnelle. Alors, parmi les situations que l'on peut activer, il y a des situations qui sont en lien avec ce qu'on appelle des rituels. Alors, des rituels, c'est ce qu'on pourrait appeler également des pratiques sociales. En milieu éducatif, ces rituels, elles présentent un certain nombre de fonctions, notamment de repérage. Ces rituels vont aider l'enfant, du coup, à comprendre effectivement ce qu'on attend de lui dans le milieu scolaire et donc le devenir élève. Ces rituels, ils vont permettre également d'améliorer sa socialisation, mais également son exploration, développement de ses capacités d'action, mais également vont permettre de le sécuriser en renforçant encore une fois sa capacitation. Et donc, vous voyez ici, je vous donne ici un exemple de rituel que l'on a développé en milieu scolaire auprès d'enseignants. Alors, en maternelle, vous voyez juste sur votre gauche, c'est la première image à travers la mise en place d'un bonhomme des émotions où chaque matin, les élèves vont pouvoir effectivement faire état de leur niveau émotionnel en associant du coup leur état émotionnel à un bonhomme des émotions. Et ce bonhomme, il peut évoluer au cours du temps, ce qui va permettre également à l'enseignant de prendre non seulement des informations sur l'état émotionnel des élèves en arrivant à l'école et leur permettre de le verbaliser, mais également ce bonhomme, il peut évoluer au cours du temps, ce qui permet encore une fois là aussi de situer l'état émotionnel au cours de la journée de l'école. Ces rituels, ils doivent présenter également la caractéristique d'être progressifs. Ce ne sont pas des routines, ce sont des rituels qui doivent faire l'objet d'une progression. Et vous voyez juste en bas, du coup, la façon dont ces rituels, toujours sur la question des émotions, mais cette fois-ci sont traités en anglais, c'est au niveau du CEP. Et vous voyez effectivement cette fois-ci leur capacité à associer des émotions à une figurine. Ensuite, les pratiques en matière de CPS, elles doivent renvoyer également à des pratiques formelles, alors qui peuvent être effectivement des ateliers, qui peuvent être également du coup des pratiques dédiées, et elles doivent présenter effectivement comme caractéristique, dans ce qu'on a identifié dans la littérature, d'être safe, c'est-à-dire d'être suffisamment séquencé, c'est-à-dire s'inscrire dans le temps, active, ça veut dire effectivement que les CPS, ça se vit en situation, ça se développe en situation. Elles doivent être focalisées, c'est-à-dire qu'effectivement, elles doivent être ciblées sur une CPS en particulier, une CPS spécifique, et elles doivent être explicites, c'est-à-dire effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Madame Chanel, c'est-à-dire qu'elles doivent être explicitées clairement sur l'intention, du coup, qui est de développer comme CPS. Vous voyez juste en bas, en tout cas juste en dessous de ce cadre-là, la façon dont on accompagne les enseignants sur le terrain pour leur permettre de développer des pratiques formelles en matière de CPS, en partant de ce que sont leurs gestes professionnels. L'enjeu, c'est vraiment de renforcer la professionnalité et donc de ne pas surajouter les éléments, mais bien d'ancrer dans les gestes professionnels du quotidien. Et donc, vous voyez ici un geste professionnel assez classique, un apprentissage autour du renforcement du vocabulaire et du lexique, mais par contre avec un choix de littérature de jeunesse orientée pour aborder la question des émotions. Vous voyez ici du coup la ressource « Parfois je me sens » d'Anthony Brown, qui va être un support pour atteindre l'objectif habituel en matière d'apprentissage, mais surtout également comporter des apprentissages dédiés sur la question de l'identification des émotions à travers une analyse des images et du faciès pour permettre d'identifier les émotions. Ensuite, des pratiques professionnelles également au quotidien, c'est avant tout aussi des pratiques informelles qui vont se glisser dans l'éthique relationnelle, dans la qualité de la relation à l'autre, et dans cette volonté de renforcer le pouvoir d'agir de l'autre, c'est ce qu'on peut appeler empowerment ou bien encore capacitation, qui nécessite effectivement plusieurs choses. D'abord, de permettre effectivement aux jeunes de participer, mais également d'avoir les compétences pour pouvoir le faire, de se connaître suffisamment et d'avoir une conscience critique, de manière à leur permettre, in fine, du coup, de choisir, de décider et d'agir. Pour ce faire, lorsqu'on le traduit dans un accompagnement, encore une fois, dans le milieu scolaire, vous voyez ici une première ressource, la réglette, qui est la réglette des feedbacks, où on va permettre à l'élève, donc c'est la qualité de ce que l'enseignant va renvoyer à l'élève en matière d'apprentissage. Et donc vous voyez ici une réglette des feedbacks de manière à permettre à l'élève de s'auto-évaluer sur là où il en est en termes d'apprentissage et pouvoir solliciter l'enseignant, le type de feedback en fonction de là où il en est et de ce qu'il perçoit. Vous avez la même chose également du coup en dessous, mais cette fois-ci appliquée à des travaux de groupe. Les travaux de groupe, bien évidemment, des ateliers collectifs, sont des situations qui sont
très propice bien évidemment au développement des compétences psychosociales, notamment bien évidemment les compétences sociales. Et donc à travers ici la représentation de ce qu'on appelle un tétraèdre, ça va permettre au groupe d'analyser comment il est en train de travailler ensemble, ce qu'il réussit à faire. Est-ce qu'il a besoin du coup d'un retour immédiatement? Est-ce qu'il a des questions urgentes à traiter? Ou est-ce qu'il est lui-même suffisamment armé de manière à pouvoir aider un autre groupe? Donc ici, les enjeux, du coup, c'est surtout par rapport à ces éléments de permettre d'identifier les familles de situations qui peuvent être activées en matière de CPS, qui prennent des formes différentes, des formes de rituels, des formes de pratiques dédiées, mais également qui se traduisent au quotidien dans des pratiques informelles. Et puis surtout également, à ce qu'on travaille beaucoup dans les formations et dans l'accompagnement, c'est de permettre aux professionnels de clarifier leurs intentions et de bien identifier les caractéristiques des situations qu'ils utilisent et de manière effectivement à être bien au clair sur à quel moment et dans quel type de situation ils développent véritablement plutôt une CPS spécifique, ici identifier ses émotions, et dans un autre cadre où on est plutôt effectivement sur la capacité de gestion des émotions. Et donc pour ce faire, vous avez effectivement un certain nombre de ressources à Santé publique France qui détaillent chaque type de CPS spécifique, et c'est très important de pouvoir réussir en tant que professionnel à associer clairement une pratique à une intention claire en termes de CPS spécifique. Je termine la présentation autour de 3 autres critères clés en matière de qualité des interventions. Ils sont en lien à la fois avec le fait que les CPS, c'est avant tout des pratiques professionnelles individuelles, mais c'est avant tout des pratiques professionnelles collectives. Et donc pour ce faire, effectivement, il y a un enjeu dans l'accompagnement du développement des pratiques en matière de CPS, à ce que ces pratiques elles deviennent collaboratives, c'est-à-dire que ce but, du coup, finalement, de développement des CPS devienne commun, et ce, à l'échelle d'une institution, d'une organisation, ou bien encore, effectivement, comme le cas pour nous, en tout cas, d'une école. Et d'emblée, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça, que les CPS, en tout cas, sont des objets partagés et pour lesquels tout le monde est d'emblée d'accord, finalement, sur l'enjeu qu'il y a autour de ça. Et il y a un enjeu également, bien évidemment, à ce que ce soit commun à l'intérieur d'une organisation, encore une fois, d'une institution, mais il y a surtout aussi un enjeu à ce que ces pratiques elles soient partagées au-delà même de sa propre institution, de sa propre organisation, dans une logique de pratique collaborative interprofessionnelle, et que cet enjeu des CPS il devienne commun, mais pas seulement bien évidemment à un seul groupe de professionnels, mais bien à plusieurs groupes de professionnels. Et donc je vous montre ici en bas du coup le travail qu'on est en train de conduire sur Clermont-Ferrand, notamment du coup dans un quartier REP+, dans une école REP+, où on a travaillé à l'échelle du territoire avec la crèche, l'école maternelle, l'école élémentaire, une association également du quartier, à structurer et à planifier la façon dont chacun va travailler les CPS dans sa propre institution et comment on peut le partager collectivement de manière à ce qu'on soit dans une logique de curriculum et de progression à l'échelle du territoire et bien évidemment, comme d'habitude, chacun dans sa légitimité et son champ de compétences. 2 autres critères clés que j'ai souhaité évoquer avec vous. Ils renvoient bien évidemment cette fois-ci à l'environnement social, mais également à l'environnement physique. C'est-à-dire que bien évidemment que l'efficacité et l'impact des CPS, il sera d'autant plus fort qu'il est en cohérence avec une qualité de vie présente à l'échelle, encore une fois, d'une structure, d'une institution, d'une organisation. On démontre, notamment en milieu scolaire particulièrement, que la qualité du climat scolaire est corrélée au bien-être des élèves, des professionnels, mais également à la diminution des conduites à risque des situations de violence, mais également à la motivation, à la réussite des élèves. Donc l'efficacité et l'impact des pratiques en matière de CPS, elle l'est d'autant plus que l'on porte une attention sur la qualité notamment des relations entre professionnels, des relations également entre élèves. Et vous voyez ici un travail qui a été conduit dans une école à Montluçon, une école encore REP+, un travail autour de la reconnaissance des qualités des élèves entre eux. Et puis, juste en dessous, du coup, un travail qui a été conduit cette fois-ci à l'échelle de l'école, notamment pour mieux gérer les conflits, qui se déroulent notamment dans les cours de récréation, mais pas que. Et donc, une harmonisation des pratiques sur la façon de bien gérer les conflits à travers la mise en place d'un dispositif de message clair. Enfin, je termine du coup cette présentation en mettant également l'accent sur la qualité de l'environnement physique, de l'aménagement des espaces et de l'aménagement du bâti,
qui est également un critère de qualité en matière d'efficacité des CPS. On sait qu'effectivement que l'influence de l'aménagement physique, l'influence de l'aménagement des espaces affecte également le bien-être des élèves, mais également le climat et les interactions. Et donc vous voyez ici, appliqué au CPS, juste en dessous, la façon dont on a travaillé l'aménagement des espaces et du bâti, avec la mise en place dans une école d'une salle de dialogue, où chaque semaine, chaque classe va aller dans cette salle de manière à échanger sur les problématiques rencontrées par la semaine, échanger également sur les projets que les élèves ont en utilisant une méthode qui est reconnue comme probante en matière de CPS, qui est le cercle de parole, qui a été développé par le programme PRODAS. Autre aménagement également mis en place dans une autre école, autour de ce qu'on appelle le jardin des émotions, avec un espace dédié pour accueillir, recevoir les émotions des élèves et leur permettre effectivement de faire un point sur cette dimension-là. Donc les enjeux ici, c'est de tendre bien évidemment vers des pratiques partagées collaboratives, mais surtout, vous l'avez compris, c'est d'accompagner la transformation des milieux, quels que soient les milieux, bien évidemment, en ce qu'on appelle des milieux promoteurs de santé, de manière à pouvoir agir à chaque niveau, bien évidemment à l'échelle de l'individu, du professionnel, mais également à l'échelle des collectifs, mais également transformer les milieux de manière à ce qu'ils deviennent promoteurs de santé. Et pour ce faire, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'outils et de ressources qui permettent la participation, la co-construction et la négociation, qui vont bien évidemment être indispensables à cette évolution. En conclusion, et avant de passer la parole à Madame Cognier juste après, donc cette grille de critères que l'on a produit et que vous pouvez retrouver dans le référentiel opérationnel de Santé publique France de 2025, je prends de l'avance. Elle doit être vue, en tout cas cette grille de qualité, elle doit être vue, en tout cas du point de vue qui est le mien, comme une ressource et non pas comme une contrainte. L'idée, bien évidemment, c'est pas de la prendre comme étant une liste à l'après-vert, mais bien du coup comme une ressource de manière à prendre conscience en fait de l'ensemble des éléments que je peux mettre en place de manière à développer une pratique de qualité en matière de CPS pour accompagner la réflexivité, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Elle doit être vue, de mon point de vue, également comme une boussole, et non comme un cadre normatif. C'est-à-dire que dans cette grille, vous verrez qu'elle propose plusieurs entrées possibles. Et ça, c'est important, encore une fois, quand on est dans une logique de formation également et d'accompagnement, que de permettre à chacun d'aller réfléchir sur des pratiques en matière de CPS, soit par rapport à des pratiques individuelles, ou bien plutôt à des pratiques collectives, ou bien plutôt par une transformation du bâti et des espaces. Et pour terminer, effectivement, cette grille qualité, elle peut apparaître effectivement comme étant également un socle, et un socle pour tendre vers des environnements promoteurs de santé et continuer du coup d'opérer la transformation de manière à ce qu'on puisse se saisir de tous les moments, de tous les espaces et de tous les interstices possibles pour agir en faveur de la santé des jeunes, mais également de la santé des adultes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.